Bonjour, Fabrice Moulin, agriculteur dans l'Eure. Comment entamer ce rapport d'activité et revenir sur ces derniers mois de l'année 2020 sans commencer par évoquer cette crise sanitaire et le confinement qui ont bouleversé et continuent de le faire notre quotidien dans tous les domaines. Il est bien difficile à ce stade de tirer tous les enseignements de cette situation inédite. Et pourtant, quelques certitudes se dégagent. L'agriculture et l'agroalimentaire ont su répondre présent pour satisfaire une nécessité vitale. Continuer à produire et assurer l'accès à l'alimentation. Le réseau FNSEA et ses associations spécialisées se sont pleinement mobilisés pour trouver des solutions. Des solutions pour nous permettre d'assurer la continuité de notre activité, ce qui était indispensable alors que les semis de culture de printemps allaient commencer. Des solutions aussi pour apporter des réponses aux problématiques de main-d'œuvre, d'ouverture des marchés locaux et aux problèmes logistiques en limitant au maximum la hausse du coût des transports. La liste est loin d'être exhaustive. Dans ce contexte inédit, la FOP a aussi fait preuve de réactivité, d'adaptabilité et d'efficacité. Pour maintenir le lien avec les administrateurs et poursuivre au mieux son activité, elle a utilisé des nouveaux outils. Groupe WhatsApp, newsletter hebdo, Skype café journalier entre collaborateurs, réunions en distanciel des élus dans les différentes configurations, etc. Après un salon de l'agriculture trop brutalement terminé, la FOP a poursuivi son travail au quotidien auprès des pouvoirs publics et des parlementaires. Les auditions en ligne se sont enchaînées. Pour garder le lien avec le grand public, la FOP a conforté, en lien avec Terre de Com notamment, sa campagne de communication sur Twitter. Avec la FOP, c'est aussi toute la filière qui s'est organisée. Côté industrie, c'est le secteur de l'énergie qui a été bouleversé. Il a fallu s'organiser pour maintenir les approvisionnements stratégiques en huile alimentaire, en tourteau et en glycérine, qui a aussi été fléché sur la production de gel hydroalcoolique. Pour y parvenir, il a fallu poursuivre la production de biodiesel, en dépit de l'effondrement de la demande en biocarburant, moins 70%, lié à l'effet cumulé des mesures de confinement et de la chute du prix du pétrole. Cette poursuite d'activité dans l'intérêt de la nation a eu pour conséquence l'accumulation de stocks de biodiesel. Notre mobilisation a permis d'obtenir un mécanisme fiscal adapté permettant de les résorber et de limiter les pertes financières. Autre effet du confinement, la demande des ménages en huile et œufs conditionnés a explosé. Là encore, dans les usines, chacun s'est adapté avec rapidité et agilité pour ne pas rompre la chaîne d'approvisionnement. Le défi a été relevé. Côté Terre Univia, côté Terre Innovia, les méthodes de travail aussi ont été adaptées, avec comme priorité celle de continuer à accompagner les agriculteurs et sécuriser leur culture. En résumé, nous avons tenu bon et évité une pénurie. Au-delà, j'en conclus que cette crise aura remis en lumière notre profession et l'importance de nos filières. La force du secteur agricole et agroalimentaire français, ou encore la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire, sont clairement apparues aux yeux de tous comme une évidence oubliée. À nous de maintenir vivante cette prise de conscience. Bonjour, c'est Alain Renoux, agriculteur dans l'Yonne en Bourgogne. Je vais aborder le bilan de la moisson et les enseignements de celle-ci. Marquée par des épisodes contrastés de pluie et de sécheresse, cette campagne culturale a été hors norme. Avec une baisse générale des rendements des grandes cultures, les oléagineux et protéagineux n'ont malheureusement pas échappé à la règle, avec une production en recul par rapport à l'an dernier. En colza, les volumes sont en baisse et les rendements très hétérogènes. La récolte estimée à 3,3 millions de tonnes contre 3,5 millions de tonnes en 2019, soit une baisse de 6,5% sur un an et de moins 31,5% par rapport à la moyenne 2015-2019. Le rendement moyen passe de 31,6 quintaux-hectares en 2019 à 29,3 quintaux-hectares en 2020 et atteint donc moins de 30 quintaux-hectares pour la première fois depuis 2007. Les difficultés d'implantation des cultures et la gestion de plus en plus ardue des ravageurs pour lesquels les solutions de contrôle manquent sont à l'origine d'une baisse des surfaces, principalement en Bourgogne, Lorraine et Champagne-Ardenne. Sur les protéagineux, le bilan n'est pas plus réjouissant, puisque malgré une hausse des surfaces, la baisse des rendements limite la production nationale en 2020. En effet, la production de pois protéagineux recule de 8,4% par rapport à 2019. En févrole, elle recule de 4,6% sur un an. La production nationale baisse de 6,5% sur un an
et de 2,9% par rapport à la moyenne 2015-2019. Heureusement, le tournesol et le soja tirent à peu près leur épingle du jeu. En tournesol, la production est estimée à 1 660 000 tonnes, en hausse de 27,5% sur un an et de 27,2% par rapport à la moyenne 2015-2019. Les surfaces augmentent de 170 000 hectares, les tournesols venant en remplacement des cultures d'hiver qui n'ont pu être implantées. En soja, la production était attendue en hausse à 450 000 tonnes et les surfaces atteignent 187 000 hectares. Face à ce bilan dégradé, un constat s'impose. Si les difficultés de nos cultures oléoprotéagineuses sont liées en partie aux facteurs climatiques, sécheresse à l'implantation, gel printanier, la perte des moyens de production est également un facteur aggravant. Face à ce constat, la FOP a décidé clairement de mettre les pouvoirs publics au pied du mur, en leur demandant de conforter et non supprimer les facteurs de production, d'encourager les instituts techniques dans leurs programmes de recherche et leurs actions de développement, d'accompagner l'engagement des acteurs économiques dans la satisfaction des demandes sociétales en favorisant l'innovation et la performance. Une chose est certaine, si les choses devaient rester en l'état, l'objectif de souveraineté alimentaire fixé par le président de la République, dont le plan en faveur des protéines végétales est l'un des piliers majeurs, sera impossible à atteindre. Bonjour, c'est Gilles Robillard, agriculteur dans l'Yonne. Je vais aborder les facteurs et capacités de production. Les producteurs d'oléoprotéagineux sont à même de relever de nombreux défis. Mais encore faut-il qu'on leur en donne les moyens, ce qui n'est pas le cas. À titre d'exemple, je citerai les variétés tolérantes aux herbicides qu'on appelle VTH, le Fosmet, la directive nitrate et l'irrigation. Concernant les VTH, prenons l'exemple des colza Clearfield obtenus par mutagénèse in vitro. Suite aux arrêts de la Cour de justice européenne et du Conseil d'État, la France a notifié à l'Union européenne sa volonté d'appliquer à ces colzas les règles de la directive OGM et a retiré ces variétés du catalogue français. Des États et la Commission européenne ayant émis des observations, le délai de consultation a été repoussé au 9 novembre 2020. En tournesol, dans certaines zones, le recours au VTH est l'unique solution pour faire face à certaines impasses. Il en va également de l'économie des exploitations. Nous veillons donc à ce que ces techniques puissent continuer d'être utilisées sans restriction excessive. Si le recours à la génétique nous est refusé, il faudra recourir aux moyens de lutte classiques à partir de produits phytosanitaires. Or, ceux-ci disparaissent les uns après les autres, à l'image du Fosmet qui pourrait ne pas être réapprouvé. Cela conduira à des impasses techniques et au risque d'un recul de 200 à 300 000 hectares de la sole en colza. C'est pourquoi la FOP se mobilise fortement en lien avec Terrinovia, mais aussi la FNP Fruits pour conserver son utilisation. La fin du glyphosate est un autre exemple de rouleau compresseur idéologique. Même si notre mobilisation a permis d'éviter le pire, il devient difficile de lutter contre les graminées vivaces. Au-delà, d'autres mesures mal calibrées nous freinent. Il en est ainsi de la création de retenues collinaires pour s'adapter au changement climatique, ou encore de l'interdiction d'apporter de l'azote sur colza après le 1er septembre en zone vulnérable. Dans certains cas, cela permettrait d'avoir des colzas plus robustes et résistants et donc de réduire les utilisations d'insecticides. Pour conclure, je dirais que l'État affiche sa volonté d'accroître notre souveraineté protéinique, mais qu'en même temps, tout est fait pour mettre à mal nos productions d'oléoprotéagineux, clé de voûte de la diversification et de la transition agroécologique. Bonjour, Emmanuel Leveugle, agriculteur dans le Nord. Je vais aborder avec vous le fort intérêt environnemental de nos cultures. Nos productions, le colza, le tournesol ou la févrole,
sont mellifères et apportent aux pollinisateurs des ressources alimentaires indispensables. La pérennité de ces cultures est cependant remise en cause par des mesures qui, au lieu de protéger les pollinisateurs, n'appréhendent pas l'impact sur la ressource alimentaire. Le plan d'accompagnement de la dérogation d'utiliser des néonicotinoïdes en traitement de semences sur betterave pourrait prévoir des modalités restrictives quant à la culture de plantes mellifères longtemps derrière les betteraves ainsi traitées. La FOP se mobilise pour que cette mesure ne pénalise pas nos productions, notamment le colza, dont 25% des surfaces sont en zone betteravière. Le plan de préservation des pollinisateurs, qui pourrait intégrer les recommandations d'un avis de l'ANSES prônant l'interdiction de tout traitement phytosanitaire, insecticide, mais aussi herbicide ou fongicide entre le semis et la floraison, sauf dérogation qui ne pourrait conduire qu'à des applications dans les 3 heures suivant le coucher du soleil. Là aussi, la FOP entend éviter les conséquences désastreuses d'une telle mesure. Par ailleurs, la FOP et notre filière sont fortement investis dans des actions visant à accroître les pratiques respectueuses de l'environnement. Citons l'expérimentation R2D2 de Terrinovia en zone intermédiaire sinistrée sur 1200 hectares en plateau de Bourgogne. Elle vise à accompagner des changements de pratiques qui doivent permettre de restaurer la régulation naturelle des ravageurs et aussi d'améliorer la robustesse des cultures pour pouvoir réduire l'utilisation d'insecticides. Le contrat de solution élaboré par la FOP et une quarantaine d'autres organisations, près d'une dizaine de fiches attrait à des pratiques permettant de réduire l'impact et l'utilisation de phytosanitaires en oléoprotéagineux. Le déploiement régional de ces actions a d'ailleurs commencé en Centre-Val de Loire et en Normandie. Nous estimons que, pour concilier économie et écologie, l'écologie doit être incitative. Aussi, avec les autres associations spécialisées grandes cultures, nous travaillons à rendre la certification environnementale accessible au plus grand nombre. De même, nous agissons pour que les mesures liées à la notion de haute valeur environnementale se traduisent par une meilleure valorisation des produits. Avec Terunivia, nous avons élaboré un guide des prestations des services environnementaux, PSE, spécifiques aux oléoprotéagineux. C'est aussi notre but au travers du label bas carbone Grande Culture, où le consortium formé avec les autres AS Grande Culture est à l'initiative de la méthodologie développée par nos instituts. Déposée en cette fin d'année, elle devrait nous permettre d'être rémunérés pour nos actions en faveur du stockage du carbone et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, via un financement par des acteurs privés ou des collectivités. Enfin, c'est aussi ce que CEPOL, avec le soutien de la FOP, a développé au travers d'Oléose. Cet outil permet de mieux rémunérer les pratiques agricoles durables via un bonus GES, gaz à effet de serre, qui peut aller jusqu'à 40 € par tonne, dès lors qu'elles permettent de contribuer à une économie de gaz à effet de serre additionnelle dans le biocarburant final. Bonjour, Benjamin Lamère, agriculteur dans le Haut-Rhin. Je vais aborder la question des débouchés de nos productions. Construire des filières a toujours été dans notre ADN, tout comme inscrire cette préoccupation économique dans celle plus large des attentes sociétales. Chacun sait que nos cultures répondent aux enjeux d'aujourd'hui et aux défis de demain. C'est pourquoi nous ne comprenons pas cet acharnement contre les biocarburants de première génération. Les biocarburants sont une voie d'avenir. Nous en voulons pour preuve le succès d'Oléosan, la première énergie liquide 100% renouvelable et qui connaît un très fort développement. Lancé en 2018, Oléosan compte, 18 mois plus tard, 100 entreprises clientes et 100 000 km parcourus chaque jour par leurs camions. Cette énergie renouvelable, issue de nos productions, permet en outre de lutter contre le changement climatique et la pollution de l'air. Elle est aussi indissociable de la pleine réussite du plan de relance des protéines végétales. Pour la FOP, trouver sans cesse de nouveaux débouchés est indispensable.
Cette orientation se révèle au travers des stratégies de recherche conduites sous l'égide de Terre Univia. Elle se retrouve aussi dans le partenariat ambitieux noué entre les groupes Avril et DSM pour lancer en France, sur le site de Dieppe, une première mondiale industrielle, à savoir l'extraction de protéines de colza pour le marché alimentaire mondial. C'est dans cette même logique que s'inscrivent les partenariats avec la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage sur le biofuel dans les chaudières. Autant d'actions auxquelles s'en ajoutent bien d'autres, dont celles sur le jet fuel ou le biokérosène. Ces évolutions, nous devons les prévoir car elles impactent l'avenir de nos exploitations. Tel est le but de Culturible, étude conduite avec l'AGPB, l'AGPM et la CGB depuis plus d'1 an. Prenant en compte l'environnement de nos exploitations, elle permet en faisant évoluer différents critères de déterminer 4 scénarios d'évolution d'ici à 2030, allant du plus récessif au plus excessif. Un scénario cible, réaliste et crédible, ressort. Nous vous le présenterons bientôt. Bonjour, Antoine Henrion, agriculteur en Moselle. Je vais aborder avec vous le plan protéines. Porté depuis longtemps par la filière, l'enjeu de la protéine végétale est désormais au cœur de tous les débats. La souveraineté alimentaire est une nécessité pour notre pays et l'Europe. Les protéines végétales constituent une vraie réponse à des modes d'alimentation et plus généralement des modes de vie qui portent une attention beaucoup plus marquée au respect de l'environnement. La FOP et tous les acteurs de la filière portent une réelle ambition en ce domaine. Une ambition confortée par les affirmations répétées du président de la République en faveur de notre indépendance en protéines. Retrouver cette indépendance répond à des enjeux majeurs. Lutter contre la déforestation massive et combattre l'importation d'une agriculture dont nous ne voulons pas. Conforter les liens avec les filières animales en leur garantissant un approvisionnement de qualité, d'origine France et 100% non OGM. Satisfaire une demande alimentaire croissante, friande de nouveaux régimes alimentaires. C'est dans ce cadre que s'inscrit par exemple la montée en puissance de notre filière soja. Une montée en puissance qui unit tous les acteurs d'amont et d'aval dans une démarche concertée et gagnant-gagnant. Pour réussir ce plan protéines global, la FOP porte une vision à moyen et long terme en faisant des propositions dans le cadre de la PAC ou dans celui des grands plans d'investissement nationaux, européens ou régionaux. Elle s'est aussi fortement mobilisée sur des échéances de plus court terme. La FOP a ainsi obtenu avec l'ensemble de la filière que près de 10% des moyens alloués à l'agriculture dans le cadre du plan de relance, soit 100 millions d'euros, soient fléchés sur le plan protéines. Nous voulons maintenant que la répartition de cette enveloppe traduise notre approche et permette de favoriser la structuration des filières, les investissements en agroéquipement sur nos exploitations, le soutien à l'obtention variétale ainsi qu'à la recherche et développement d'intérêts collectifs, mais aussi la communication et la promotion. De même, nous voulons être acteurs de la gouvernance de ce plan de relance dont les crédits doivent être engagés et consommés dans les 2 ans qui viennent. L'objectif est d'éviter l'effet saupoudrage pour garder une véritable cohérence d'ensemble, seule à même de garantir durabilité et performance. C'est aussi pour cette raison que toutes les légumineuses doivent désormais trouver pleinement leur place dans notre filière. Pour conclure, je dirais que ce plan est absolument vital pour nous, pour nos partenaires et pour toute la société. Bonjour, Guillaume Chartier, agriculteur dans l'Oise. Je vais vous parler de notre capacité à porter des projets dans un monde qui bouge. L'encre du paquet climat 2018 est à peine sèche que le pacte vert pour l'Europe révise déjà à la hausse les engagements européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce passage de 40 à 55% au moins du niveau de réduction des émissions 1990 se traduira par un accroissement de l'effort demandé tant au secteur agricole qu'au secteur transport. Soyons clairs, l'objectif européen affiché et partagé de neutralité carbone en 2050 implique le recours aux biocarburants, notamment au biodiesel. L'augmentation de la part de renouvelables dans les transports sera une bonne nouvelle pour autant que la contribution des biocarburants de première génération soit reconnue. Cela implique de se battre contre l'effet multiplicateur pour les énergies dites avancées.
L'agriculture a besoin de débouchés bien réels et non de solutions virtuelles. Cela implique aussi d'être ferme sur les accords internationaux et le Brexit. Nous savons que les Européens sont soucieux de sécurité sanitaire, d'environnement notamment. L'Europe veut y répondre par ses stratégies, biodiversité et de la ferme à la table. Mais en fixant des objectifs précis qu'il faut atteindre vite alors même qu'ils impactent fortement nos capacités de production, elle peut nous faire passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Aussi, à défaut d'être harmonisé, ce changement de logique doit être accompagné. C'est pourquoi la prochaine PAC doit faciliter, par exemple, la mise en place de programmes opérationnels sous l'égide des interprofessions, la possibilité de rotation intégrant par exemple des légumineuses, le lien entre aide couplée et structuration de filière. Elle doit par ailleurs affirmer le maintien d'un premier pilier fort, mais aussi un transfert limité entre premier et second pilier et des mesures réalistes dans un second pilier accessible. En parallèle, nous travaillons avec la FNSEA et JA sur de nouveaux schémas assurantiels comme la MRC, l'Omnibus, un fonds sectoriel et aussi Catagri. Nous avons aussi, en lien avec Terunivia, travaillé à la révision du barème des cultures, y compris, et c'est une nouveauté, pour nos productions en agriculture biologique. Enfin, avec les associations spécialisées Grande Culture et les JA, une réflexion a débuté sur le déploiement de Diagorisque, un outil permettant d'évaluer les risques rendements, prix et revenus de chaque exploitation. Pour agir, il faut unir nos forces. Nous le faisons au niveau européen en renforçant nos liens avec nos amis allemands de l'UFOP et nos partenaires européens de l'Alliance européenne des oléoprotagineux, EOA. Nous le faisons avec la GPB, la GPM et la CGB pour conduire de nombreuses démarches communes dans tous les domaines. Nous le faisons aussi avec les autres associations spécialisées animales afin de promouvoir, sous l'égide de l'interprofession, un plan protéines qui réponde à toutes les attentes. Nous le faisons aussi dans notre filière avec l'essor d'Avril Community qui permet aux responsables économiques et professionnels régionaux de la filière de se rencontrer pour agir ensemble face au pouvoir public notamment. Un atout majeur à la veille des discussions sur le projet de loi de finances qui nous concerne tous spécialement. Ces actions, nous les conduisons ensemble, convaincus que nos productions sont porteuses d'espoir et que notre syndicalisme est porteur de solutions. Aussi, restons résolument optimistes et confiants. En conclusion, je dirais que le passé éclaire nos pas sur le chemin d'un futur qu'il nous appartient d'écrire aujourd'hui, ensemble.